Alors, quand on m'a proposé cette présentation, j'étais très content parce que, en fait, je trouvais qu'on parlait pas beaucoup de pieds. Je me suis dit, je vais faire une belle bibliographie. Je vais savoir plein de choses là-dessus. Donc, c'est une occasion superbe pour avancer mes connaissances sur le sujet. Et puis, donc, j'ai fait des recherches et je me suis aperçu que il n'y avait aucune publication médicale référencée, récente, sur pathologie du pied, rhumatologique, et thermalisme, et thérapeutique thermale. En effet, bon, j'ai regardé dans la base de données PubMed pour rechercher des articles d'études concernant le thermalisme dans la pathologie rhumatologique du pied. J'en ai retrouvé aucune. Tout ce que j'ai pu retrouver, quelques rares publications qui concernaient le pied, concernaient la pathologie vasculaire, artériopathie ou pathologie veineuse, ou les effets du bain de pied sur le stress et la santé mentale. Donc c'était loin, c'était la tête, c'était plus le pied. Donc il y a toute une littérature asiatique sur les effets du bain de pied sur le stress, mais sur la pathologie articulaire du pied, non. J'ai cherché dans la presse thermale et climatique, qui est la revue française de thermalisme, qui publiait toutes ces dernières années tous les essais français, et on peut les trouver facilement sur le site internet de la société et de la presse thermale et climatique. Et j'ai dû remonter à 1977, donc à 40 ans, pour trouver une publication qui concernait les algodystrophies du pied traitées à Bourbonne-les-Bains à propos de 9 observations. Donc on était loin de la médecine sur les preuves, et c'était effectivement des travaux très lointains. Donc j'étais assez dépité. Bon, par ailleurs, bien entendu, aucune évaluation prospective ou même rétrospective sur l'effet thérapeutique des traitements thermaux, aucun essai clinique randomisé. Donc, on n'a pas de médecine sur les preuves, pas du tout, qui pourrait appuyer une démarche scientifique pour établir des recommandations sur un niveau de preuve scientifique. Alors que, comme on l'a vu ce matin, pour beaucoup d'autres indications rhumato, le genou, on a vu, le rachis lombaire, même épaule, rachis cervical, épicondylite, il y a des essais. Ici, pour le pied, rien, nada. Alors, je me suis posé la question également, quelle est la prévalence des affections du pied chez nos curistes? Alors, j'ai trouvé, il y a cette étude qui est importante, c'est une des rares études, sinon quasiment la seule, de Monsieur Boulanger, paru dans la presse thermale et climatique en 1999, sur la prévalence c'était une étude qui était menée chez des patients, sur 5104 patients âgés de 50 à 64 ans, suivis dans 63 centres de santé français. Et il y avait plusieurs éléments d'analyse dans cette étude, et on demandait à ces patients s'ils allaient en cure thermale, et à partir de là, on pouvait faire des rapprochements, et il était indiqué également quelle était la topographie des douleurs des patients. Et chez les 14% de cette population de patients de 55 à 64 ans fréquentant les centres de santé français, parmi ces 14% qui étaient allés en cure thermale, parmi les douleurs présentées par ces patients, il y avait tout un listing de questions qui leur étaient demandées, et on s'aperçoit que les douleurs du pied viennent bien après, 22%, et encore on ne sait pas si c'est des douleurs articulaires ou des douleurs liées à une artériopathie, à une pathologie veineuse, c'est global, et viennent bien après la lombalgie, ce qui n'est pas étonnant quand on connaît la fréquence de la lombalgie, la cervicalgie, de l'arthrose du genou, de l'arthrose de la main, de la coxarthrose. Donc les douleurs des pieds, en fait, dans cette population de patients allant en cure thermale, n'est pas très importante par rapport, il y a quand même 22%, mais pas très importante par rapport aux autres plaintes douloureuses des patients, et c'est à peu près la même chose dans la population générale aussi.
Donc, il y a cet élément-là. Et puis, ce matin, nous avons vu cette présentation de gériatrie avec ce travail, cette enquête qui nous montrait que dans une population de sujets âgés dont je crois que l'âge moyen était 74 ans, de curistes, la prévalence des douleurs du pied était aux alentours de 50%, mais dans une population plus âgée que cette population-là. Donc 22% chez peut-être les patients plus jeunes, entre 55 et 64 ans, et peut-être plus élevé, évidemment, avec l'âge qui paraît logique. Ensuite, je me suis posé la question parce qu'on ne connaissait pas trop les pathologies de douleur du pied, c'est un peu vague, on ne sait pas si c'est c'est de l'arthrose, rhumatisme inflammatoire, il n'y avait pas d'autres éléments. Comme il n'y avait pas d'autres études, j'ai regardé un peu chez mes patients vus l'année dernière. J'ai fait une étude rétrospective qui n'a que la valeur d'une étude rétrospective, donc avec beaucoup de biais, parce que et sur les patients, j'ai un registre où j'indique effectivement les douleurs de mes patients et si elles sont importantes ou pas, et la localisation de ces douleurs, sans avoir forcément de diagnostic, parce que chez les patients qui arrivent en cure, on le sait bien, il y en a beaucoup qui viennent sans radio, et ils ont ce sont souvent des polypathologiques, et bon, ils ont mal au dos, et puis on les interroge, ils ont mal aux pieds, et puis ils ont mal... Donc, mais il n'y a pas de documentation, et pour faire une étude bien rigoureuse, où on aurait des diagnostics, on pourrait rattacher les douleurs à des diagnostics précis, c'est très compliqué. Toujours est-il que sur cette population de 1377 curistes, vue en 2017, la prévalence des douleurs du pied était toute intensité confondue, donc les douleurs modérées ou importantes étaient de 30%, pied pris dans son ensemble, et dans ces 419 curistes, soit 30%, il y en avait 8% chez qui la douleur était importante, donc était au premier plan. Parce que il y a un certain pourcentage de patients qui ont des douleurs très modérées du pied, des métatarsalgies peu importantes, mais où la douleur était importante, une population plus réduite de 8%, où la douleur était au premier plan, soit unique rarement, parce que quand les patients viennent en cure thermale, ils sont polypathologiques, et il y en a très peu qui viennent pour l'indication d'une pathologie du pied bien précise. Ils viennent parce qu'ils ont une polyarthrose, et en même temps, ils ont une atteinte arthrosique de l'avant-pied, des douleurs de l'avant-pied, de l'arrière-pied, mais une douleur importante. Bon, en sachant que ça, c'est qu'une étude, mais dans le désert, c'est une étude rétrospective. C'est tout ce que je peux proposer sur la prévalence des affections chez les curistes vus. Quand on précise sur ces 8% de patients qui ont des douleurs importantes du pied, on s'aperçoit, si on regarde un petit peu on compare les prévalences des différentes atteintes, mais pris globalement, les pathologies de l'avant-pied, ce qui nous étonne pas du tout, vient en premier, avec les métatarsalgies, les hallux valgus, les hallux rigidus, les orteils en griffe, les mortones douloureux, et ils représentent 2,68% des curistes. Ensuite, en deuxième position, vient la pathologie de la cheville, de l'arrière-pied, avec arthrose, parfois quand les patients ont des radios et qu'on peut diagnostiquer une arthrose, ou des antécédents d'entorse, des chevilles douloureuses. Et puis ensuite, en troisième position, c'est un item que j'avais recherché. Est-ce que cette douleur était secondaire à un traumatisme, souvent un polytraumatisme, ou une chirurgie? On a souvent, parmi nos patients qui sont en cure, des patients qui ont été opérés de l'avant-pied ou du médiotarse et qui sont encore des douloureux chroniques, et qui, certains, l'indication parfois est portée de venir en cure pour ces pathologies douloureuses, post-chirurgicales, pour lesquelles on ne peut pas grand-chose. Et ils représentent, ces patients douloureux après chirurgie, 1,52% des curistes totaux. Ensuite viennent les pathologies du médio-pied. L'arthrose du tarse, c'est une pathologie qu'on voit souvent, donc c'est fait partie des indications. C'est la pathologie douloureuse qu'on voit en cure, avec 1,30%. Ensuite, des thalalgies plantaires, en sachant que souvent les curistes ne viennent pas
spécifiquement pour l'athalalgie plantaire, ils ont également une aponévrosite à côté d'une autre pathologie. Et ensuite, les tendinopathies achilléennes, les rhumatismes inflammatoires viennent bien en deçà, avec que 0,43%. Et encore, l'atteinte du pied n'est pas toujours observée dans les rhumatismes inflammatoires. Et puis, syndrome algoneurodystrophique du pied en dernière place, mais c'est une pathologie relativement rare et qu'on voit peu en cure thermale. Donc voilà un petit peu pour poser un peu les choses, pour un peu faire une photographie de la prévalence des affections douloureuses du pied telles que un rhumatologue a pu les observer en cure thermale sur une étude rétrospective, donc les résultats à prendre avec beaucoup de pincettes. Voilà, donc c'était pour vous présenter un petit peu les choses. On va rentrer plus dans les indications et je vais passer la parole à Hugues pour cette deuxième partie. Merci Alain, bonjour à tous. Voilà, donc on va rentrer en effet dans le vif du sujet concernant les indications. Sachant que le médecin thermal, les rhumatologues thermaux que nous sommes tous les deux avec Alain, comme d'ailleurs l'ensemble des médecins thermaux en France et en Navarre, sont soumis au bon vouloir et au desiderata du médecin qui a prescrit la cure. Donc en fait, c'est pas nous qui décidons de l'opportunité ou de l'intérêt d'une cure thermale. Ceci pour dire que parfois on est un petit peu surpris de voir arriver des personnes qui n'ont peut-être pas d'indication à faire leur cure. Ça, c'est une réflexion générale. Mais concernant les problèmes de pied, on va essayer de débrouiller un petit peu. Et comme l'a dit Alain tout à l'heure, dans le discours, dans l'interrogatoire du patient, eh bien oui, en effet, docteur, j'ai mal au pied. Bon, dans le temps qui nous est imparti, il va falloir essayer de faire notre petite enquête nosologique, arriver à mettre un mot sur un mal au singulier. Et non, je suis passé trop vite et j'avais pas vu que j'avais passé déjà. Voilà, donc quels sont les objectifs déjà de la cure thermale? Une cure thermale, bien, comme de façon générale pour les cures en rhumatologie, comme d'ailleurs dans toutes les cures thermales, il s'agit de pathologies chroniques. Et nous, on traite la douleur. La médecine thermale en rhumatologie, sont les pathologies douloureuses chroniques du pied qui seront non ou partiellement soulagées par les traitements habituels. L'objectif général, bien sûr, c'est d'améliorer cet état douloureux. Ça va être d'améliorer la fonction articulaire, donc lutter contre les raideurs, quelles qu'elles soient, améliorer la marche, d'où l'autonomie. Nous avons affaire à des patients âgés et vous en avez déjà parlé ce matin, on en reparle, je crois, cet après-midi. L'autonomie est liée évidemment à la qualité de la marche et de l'équilibre. Améliorer l'équilibre, on y revient, et de façon globale, améliorer la qualité de vie. Bon. Ça, c'est des grands thèmes, évidemment. Et qu'est-ce qui va être utile dans la cure thermale? La cure thermale, c'est bien sûr d'abord l'effet antidouleur, l'effet antalgique, l'effet décontractant, la physiothérapie, des douches, des boues, des étuves. Vous aurez l'occasion peut-être tout à l'heure de visiter l'établissement et de découvrir les soins que nous pratiquons ici à Ballaruc-les-Bains. Mais dans toutes les stations thermales, on va utiliser de la chaleur pour détendre les articulations, pour améliorer le fonctionnement de ces articulations et surtout avoir un effet sédatif local. Les bains, les massages ont leur place. L'effet sur la mobilité, bien sûr, la mobilisation, qu'elle soit dans la piscine ou bien la marche en piscine, le fameux couloir de marche qu'on propose en phlébologie et qui a tout son intérêt à condition qu'il soit bien fait, qu'il soit fait dans de bonnes conditions. Ça a un effet tout à fait intéressant sur les articulations du pied et notamment de la cheville. Les effets liés à la minéralisation de l'eau thermale, alors là, je vais à nouveau me retourner vers Alain, parce que évidemment, la minéralisation de l'eau thermale, c'est un grand cheval de bataille de la médecine thermale. On a à cœur de dire que notre eau thermale, c'est pas de l'eau du robinet, ni de l'eau de mer, c'est de l'eau thermale, donc elle a un apport. Mais évidemment, on aurait besoin, là aussi, de le prouver, d'avoir des éléments objectifs qui nous prouvent que faire de la cure thermale, c'est un plus grâce à la qualité de nos eaux. Nous en avons l'intime conviction, et depuis 30 ans, c'est mon cheval de bataille, mais en même temps, on a besoin d'éléments concrets. Ça, c'est un autre débat. Bien sûr, la répétition quotidienne des soins. Pendant 3 semaines, nos patients y sont captifs.
ils sont dans le bain, c'est le cas de le dire, et ils vont pouvoir travailler régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne pourront pas faire en dehors d'une cure thermale. Ni en libéral, ni chez le kiné, où ils iront de temps en temps, ni à l'hôpital, où les séjours seront trop courts. Là, on peut faire un travail vraiment répétitif et je le dis plus loin, éducatif. Il y a vraiment une démarche éducative, et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Éducatif, il y a des programmes d'éducation thérapeutique construits. Bon, à Ballaruc, on a différents projets, mais on peut aussi, ne serait-ce que faire un travail d'information éducative à minima, pour profiter de la présence de nos patients, pour leur apprendre à bien marcher, à bien se chausser, puisqu'on parle du pied, à perdre du poids, à avoir une activité physique régulière, avoir une diététique adaptée, etc., etc. Bon, il y a plein de choses à dire. Bien sûr, les faits liés au repos, à la détente, à la détente physique et psychologique, la limitation de tous les stimuli nociceptifs de leur environnement habituel, etc. Mais ça, c'est les faits habituels de la cure thermale, ça n'est pas que l'action sur le pied. Alors, si on revient, on rentre dans le dur, entre guillemets, les indications. Là, ça fait très catalogue de la Redoute, évidemment, parce que on démembre. Vous avez eu ce matin d'autres exposés sur les différentes pathologies du pied. J'y étais pas, mais j'imagine que vous avez déjà parlé beaucoup de ça. Donc je vais aller assez vite. Évidemment, nous avons une population âgée et une population arthrosique. Donc l'arthrose est évidemment au premier rang des indications. Comme l'a dit tout à l'heure Alain, on va retrouver des métatarsalgies mécaniques au niveau de l'avant-pied, mécaniques ou statiques, enfin, distinction un peu nosologique, hallux valgus, hallux rigidus, arthrose de la métatarso-phalangienne, orteil en griffe, des douleurs séquelaires après chirurgie, ça aussi c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, tu en as parlé. On voit souvent des patients qui nous disent « ben oui, j'ai été opéré, mais maintenant le chirurgien il m'a dit « débrouille-toi, tu as toujours mal ». Voilà, eh bien, les patients viennent en cure et on se débrouille avec ça. Le médio-pied, l'arthrose du tarse, Lisfranc, Chopard, je ne rentre pas dans les détails, ce sont des arthroses difficiles à traiter. Dans mon expérience personnelle, les infiltrations, ça marche pas, c'est pas toujours évident. Mais également des douleurs séquelaires, on a des arthrodèses à ce niveau, enfin, je ne rentre pas dans les détails médico-chirurgicaux. L'arrière-pied, bien sûr, l'arthrose de la cheville, que ce soit de la sous-astragalienne ou de la tibio-tarsienne, souvent post-traumatique. C'est des arthroses difficiles à traiter avec souvent des échecs chirurgicaux. L'arthrodèse, c'est une catastrophe. La prothèse, c'est pas ça. Enfin bon, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. En fait, en pratique, et comme on l'a dit déjà, il s'agit d'une atteinte souvent polyfocale. Il y a une atteinte, nous avons affaire à des personnes âgées qui ont de l'arthrose à la fois au niveau de l'avant-pied, du médio-pied, de l'arrière-pied, une prise en charge globale. Donc, à côté de l'arthrose, donc c'est les grands bataillons, on va retrouver des pathologies tendineuses et ligamentaires douloureuses chroniques, des tendinopathies chroniques, la tendinopathie achilléenne, l'exemple classique qu'on rencontre avec ou non bursite. S'il y a des éléments inflammatoires, c'est parfois un petit peu difficile à traiter, mais c'est très fréquent. Des aponevrosites plantaires, tu en as parlé, avec ou non épine calcanéenne. Alors l'épine calcanéenne, évidemment, chez le patient, ça, c'est une image. Là, c'est comme le bec de perroquet. Docteur, je souffre parce que j'ai des becs de perroquet. Je souffre du pied parce que j'ai une épine calcanéenne. Si on ne leur avait pas montré à la radio, ils ne le sauraient pas. Voilà. Mais voilà. Bon, ça visualise chez eux cette pathologie organique. À démembrer là aussi, à traiter. Mais les cures, on les voit souvent, ces pathologies, et les cures ont vraiment un effet sédatif à ce niveau. Les séquelles douloureuses chroniques des entorses à répétition, on le voit souvent, là aussi ça évolue souvent vers de l'arthrose. J'ai mis là-dedans, c'est pas exactement là que j'aurais dû le mettre, mais je voulais en parler, des syndromes canalaires, puisque maintenant on parle de syndrome canalaire pour la maladie de Morton, et le canal tarsien qu'on voit de temps en temps, mais ça aussi c'est des pathologies qu'on voit. Mais encore une fois, nous arrivons en deuxième rideau, on n'est pas là pour faire le diagnostic de toutes ces pathologies, on est là pour constater. Donc dans notre clientèle, dans notre expérience du quotidien depuis des décennies, voilà ce qu'on rencontre. Alors à côté de ça, il y a des pathologies post-traumatiques qui peuvent ou non d'ailleurs être suivies d'arthrose, tout ça est intriqué.
pathologies post-traumatiques, donc les séquelles douloureuses de traumatisme ou de chirurgie, bon, j'en ai déjà parlé. Les fractures de fatigue, qu'on voit pas seulement chez le militaire, qu'on voit parfois chez la personne plus âgée. Et bien sûr, les fractures ostéoporotiques. Les syndromes algoneurodystrophiques, alors c'est vrai que c'est rare, mais quand ça arrive, j'ai l'impression que la cure peut vraiment être utile pour ces pathologies-là. Pas tellement en phase chaude, parce que le fameux pied succulent, hein, le douleur, le trouble vasomoteur, le pied énorme, bon, là on ne va pas faire grand-chose. D'ailleurs, on est à la limite de la contre-indication, ou en tout cas on va le mettre en décharge. Mais surtout en phase froide, quand ça commence à durer plusieurs mois, le patient il est désespéré parce qu'on lui propose rien, et en effet il n'y a pas grand-chose à lui proposer. Et donc là on a peut-être notre mot à dire, et pour anticiper, enfin compléter ce que disait Alain et anticiper ma conclusion, il y a peut-être matière à faire un travail de démarche intellectuelle et d'expérimentation sur les algodystrophies. Réduire les douleurs et les raideurs articulaires séquelaires de l'algodystrophie. Nous avons de la balnéo, nous pouvons les mettre en décharge, on peut faire de la physiothérapie locale, on peut faire du massage doux, décontractant. Il y a quelque chose à faire dans ces pathologies-là, pour lesquelles malheureusement, on n'a absolument rien à proposer à nos patients. Alors les rhumatismes inflammatoires chroniques, alors là c'est évidemment c'est notre cheval de bataille, nous les rhumatologues. Évidemment on peut parler longuement, et j'en ai pas le temps parce qu'on va m'expulser de l'estrade, de la polyarthrite rhumatoïde, qui démarre par le pied, hein, souvent. Ce sont des métatarsalgies qui sont très débutantes. On apprenait et on entend que les premiers signes radiologiques, c'est au niveau des cinquièmes têtes des métas. Voilà, la géode du 5e méta. Et pourtant, ça fait partie. Hein, bon. Voilà. Alors, rachis cervical, après, bon. Enfin, bon, ça fait partie du. Pardon. Et donc voilà, les métatarsalgies inflammatoires bilatérales précoces avec bursite du dessus du pied, ça, tu fais ton diagnostic, tu fais une CRP, et s'il y a des anti-CPP, c'est bon, le diagnostic est fait. Bon, ça, c'est pas ce que nous, on va voir, évidemment. On va voir des patients qui seront plus âgés. À un stade plus évolué, évidemment, les fameux remaniements, les dégradations de l'avant-pied, le fameux avant-pied triangulaire, métatarsus varus, kentus varus, enfin, etc. Bon, bref. Rhumatisme pso, encore plus marqué dans le rhumatisme pso, avec les dactylites psoriasiques, hein, l'orteil en saucisse classique. C'est présent dans 80% des rhumatismes pso. C'est quelque chose de vraiment pathognomonique, comme on disait à l'époque. Les lésions, évidemment, à un stade plus tardif, sont extrêmement destructrices. Et j'ai en tête d'une patiente qui vient depuis des années à Balleruc, qui a des pieds dans un état épouvantable, avec une luxation complète des métatarso-phalangiennes, des doigts complètement effondrés et à la limite de l'amputation, des griffes totalement irréversibles. Les spondylarthropathies, ça démarre plutôt dans l'arrière-pied. C'est plutôt devant une thalalgie bilatérale inflammatoire, il faut penser à une spondylarthropathie. C'est le grand signe de ces pathologies-là. L'arthrite de la cheville se voit plus souvent dans les SPA que dans les PR. Voilà. Les arthrites microcristallines, je les ai mis là-dedans, mais enfin bon, on n'en voit plus beaucoup. Évidemment, la crise de goutte, c'est pas une indication de cure thermale, mais la goutte chronique, on n'en voit plus. On en voit quelques-unes des vieilles autophacées qui ont passé l'âge. Voilà. La CCA, c'est rarissime en cure thermale, au niveau du pied. Mais en fait, en pratique, ces pathologies-là, qui sont évidemment significatives, représentant bien notre pathologie, notre domaine, on ne pourra les voir qu'en dehors des grandes poussées inflammatoires, puisque sinon la physiothérapie n'est pas autorisée. Et si ces lésions de ces pieds sont précoces et que ça aide à faire un bon diagnostic, malheureusement, nous, on ne va pas les voir, on va de moins en moins les voir. Pourquoi ? Grâce, et c'est pas un défaut, grâce aux biothérapies. Les biothérapies ont vu fondre, et je peux en témoigner, en 30 ans, j'ai vu fondre le nombre de mes rhumatismes inflammatoires chroniques grâce au développement des biothérapies qui, fort heureusement, ne nous permettent plus de voir aujourd'hui des lésions, des évolutions dramatiques. Donc, en fait, à mon sens, et à notre sens, à tous les deux, la meilleure indication aujourd'hui de la cure thermale,
ce sont les arthropathies mécaniques qui sont séquelaires des déformations, donc dans une phase tardive des rhumatismes inflammatoires chroniques. Et là, par contre, ça marche très bien et on en a beaucoup. Voilà. Alors en pratique, au-delà de ce démembrement nosologique qui est très théorique, en fait, en pratique, comme on l'a déjà dit, il s'agit souvent d'un patient âgé qui va présenter une pathologie dégénérative douloureuse et diffuse du pied avec plutôt avant-pied, tarse ou cheville, dans un contexte polyarticulaire avec des atteintes d'autres articulations et bien sûr les mains, les genoux, les pieds, les hanches sont souvent présents, des tendinopathies associées et donc et souvent aussi avec des comorbidités et des pathologies non vasculaires qui peuvent à leur tour être génératrices de douleurs au niveau des pieds, comme les problèmes vasculaires dont on va parler tout à l'heure, je crois, des problèmes neurologiques dans les polyneuropathies ou métaboliques, etc. Donc on va avoir tout cet ensemble qui sera confronté à notre diagnostic et à notre mise en place. Alors après, il faut quand même rappeler rapidement les contre-indications. Bon, les contre-indications absolues de la cure, c'est que la cure est incompatible. Bon, évidemment, c'est toutes les situations infectieuses. Je crois que vous avez parlé ce matin de l'érysipèle. L'érysipèle, c'est quelque chose qui impose absolument l'arrêt total de la cure. Des pathologies chroniques non stabilisées, c'est toutes les insuffisances viscérales habituelles. Alors les traitements par immunosuppresseurs, là ça c'est un vaste débat, on en a parlé encore il y a quelques minutes avec Alain. Est-ce que, dans quelle mesure on peut autoriser des patients sous biothérapie de faire la cure thermale? C'est discuté, ça mérite sûrement une mise au point conjointe de la Société française de médecine thermale et de la Société française de rhumatologie pour avoir un seul et même discours. Bon, on en parlerait jusqu'à demain, mais c'est pas le thème. Bien sûr, l'état général doit tout primer. Si l'état général ne permet pas la réalisation de la cure, ou l'état cachectique, ou l'état mental, on ne va pas faire de cure. Les contre-indications passagères, alors ça c'est très théorique, c'est que le patient il a cette indication, mais en l'état il ne peut pas faire la cure parce que essentiellement pour des histoires de pied, il va avoir un état inflammatoire, il va avoir une poussée de polyarthrite ou de spondylarthrite ou de toute autre arthrite. Ou par exemple, il y a une phlébite récente. Alors, l'idéal serait qu'on retarde la cure. En pratique, le patient, il vient vous voir, il a déjà réservé l'appartement, le camping, l'hôtel. On ne va pas lui dire, rentrez chez vous, revenez dans 3 mois. C'est impossible. Et même la direction des termes va dire, non mais vous rêvez, docteur. Bon. Donc, voilà. Compliqué. Très compliqué. Après, il y a les contre-indications relatives. C'est qu'on va adapter les soins et dans le domaine du pied, c'est évidemment le problème circulatoire qui va nous gêner le plus. Si, parallèlement à ces pathologies du pied, vous avez un gros problème circulatoire, mais quoi faire? Comment soigner de façon efficace le patient pour son pied si en même temps il a des problèmes circulatoires? Alors fort heureusement à Ballaruc nous jouissons d'une double orientation, c'est le cas également à Aix-les-Bains et à Dax et dans beaucoup de stations. C'est pas toujours le cas dans d'autres stations thermales. On va pas pouvoir faire la cure si on a ce type de contre-indication. Voilà. Donc et en conclusion, voilà. Donc la cure thermale apparaît donc bien un complément thérapeutique utile pour un grand nombre de pathologies comme on l'a décrit. Mais comme vous l'a rappelé brillamment Alain, une évaluation est absolument indispensable avec des critères rigoureux pour savoir véritablement si on a un plus, on peut apporter quelque chose à ces pathologies. Et donc, il faut se mettre au boulot et développer cette démarche. Voilà. Donc, je vous présente des techniques d'hydrothérapie sur les pathologies du pied, mais de façon plus générale, je vais vous parler donc, des soins thermaux à Ballaruc. Donc, pour parler un peu d'hydrothérapie, on va un peu se répéter aujourd'hui, mais on a déjà dit, donc c'est des méthodes thérapeutiques donc c'est pratiquées depuis l'Antiquité, qui permettent de soigner grâce aux bienfaits de l'eau, donc en utilisant plusieurs méthodes comme la balnéothérapie, la thalasso et la cure thermale, bien sûr. Donc, on peut en faire donc un usage externe en utilisant la pression de l'eau, la température dans les bains et des soins de vapeur. Donc, les eaux apportent un certain nombre d'oligo-éléments et de sels minéraux donc, qui sont importants dans la prise en charge de toutes ces pathologies.
Donc le thermalisme, donc en 1940, le thermalisme a été reconnu comme une thérapeutique à part entière et avec une prise en charge au niveau de la sécurité sociale à partir de là. Donc il y a eu une médicalisation avec une médecine qui est accessible et pluridisciplinaire. La cure thermale est un traitement médical à part entière utilisant les eaux de source et des produits dérivés sous différentes formes de soins, donc pour soigner et soulager toutes les pathologies spécifiques. Donc pour revenir un petit peu sur toutes les pathologies du pied qui a été dit, donc on va parler donc des pathologies du vieillissement du pied, donc que ce soit au niveau cutané, vasculaire, neurologique et orthopédique, des pathologies métaboliques telles que le diabète, des pathologies vasculaires donc comme l'insuffisance veineuse, des œdèmes qui soient veineux ou lymphatiques, donc les problèmes d'artérite. Ensuite des pathologies neurologiques telles que séquelles d'AVC, des maladies de Parkinson avec les troubles de l'équilibre, de la marche et tout ce qui s'ensuit. Les déformations du pied, des séquelles chirurgicales, comme ce qui a été dit auparavant, et de l'algoneurodystrophie. Donc, je parle un peu de ce que je connais bien, puisque c'est Balaruc. Donc, l'eau thermale à Balaruc qui est utilisée, donc c'est une eau qui est chlorurée, sodique, sulfatée, calcique et magnésienne. Elle est très riche en bicarbonate et en oligo-éléments. Donc la température de l'eau varie selon les postes de soins. Donc ça peut aller de 56 degrés au maximum pour les soins d'étuve, qui est vraiment la température la plus élevée, et à 16 degrés pour les compresses, qui est vraiment le soin le plus froid, qui est un soin de phlébologie. Donc les soins thermaux. Donc le soin debout. Donc je vous ai mis la photo de ce soin où on retrouve donc un lit d'application debout, avec des buses qui diffusent une boue donc liquide, onctueuse, mélange donc organo-minéral d'argile et d'eau thermale, avec une température donc constante à 42 degrés. Donc ce soin a une durée de 13 minutes. Donc il a un effet anti-inflammatoire, antalgique, sédatif et un effet myorelaxant. Ensuite, le soin d'hydro-aérobin, donc c'est un soin qui se pratique en baignoire, donc comme vous voyez également sur la photo, donc qui permet un hydromassage dans un bain général qui est à 36 degrés, avec des jets sous pression constante, plus un aérobin. Donc ce soin a une durée totale de 20 minutes, donc il y a 10 minutes d'hydromassage et 10 minutes d'aérobin. Donc ça a un effet mieux relaxant et décontracturant, un effet vibratoire avec des massages donc musculaires. Ensuite, le couloir de marche. Donc, il s'agit d'un bassin qui est à 28 degrés. Donc, c'est un soin de phlébologie. Donc, c'est une marche à contre-courant avec un tapis de fines bulles permettant d'améliorer la proprioception chez les patients et un travail sur l'équilibre avec, là on voit pas très bien, mais de l'autre côté il y a un bassin où on peut se tenir vraiment et travailler sur l'équilibre. Et ce qu'on demande aux patients dans ce soin, c'est vraiment de faire le travail sur la mobilisation de la cheville en faisant le talon pointe, ce qui permet vraiment une mobilité de la cheville et une amélioration des contractions des gastronémiens, ce qui améliore le retour veineux. Donc il y a un plan incliné aussi afin de permettre justement ce travail de l'équilibre. Donc ça permet, donc, comme je disais, donc, la stimulation de la proprioception, la stimulation de la microcirculation et du retour veineux. Et un assouplissement des chevilles avec ce fameux talon pointe qu'il faut faire tout au long du parcours. Et un effet bien sûr antalgique et sédatif sur les douleurs. Donc le soin de phlébotone. Donc c'est un soin où vous voyez il y a deux bacs avec donc chaque bac une température différente. Donc il y a un bac qui va être à 34 degrés et un autre qui va être à 28. Et donc le principe c'est l'alternance. Donc le patient met ses jambes dans un bac là où ça bouillonne pour permettre le massage, du relaxant et l'alternance du bac chaud et bac froid. Donc avec à chaque bac donc des jets hydromassants. Donc c'est un effet vraiment stimulant de la circulation veineuse. Pardon. Je reviens en arrière. Voilà. Donc un effet stimulant de la circulation et le ressenti du patient vraiment au niveau des pieds et ce massage vraiment très particulier qu'on ne peut pas obtenir sur les autres soins. Ensuite, donc, il y a les douches à pulvérisation des membres. Donc cette fois, le soin se fait debout, donc dans une cabine individuelle, où il y a une pulvérisation d'eau thermale en alternance. Donc là aussi, il y a cette alternance d'eau chaude et d'eau froide avec les mêmes températures, donc 34 degrés et 28 degrés, comme le soin précédent. Donc, ce qui permet là un assouplissement vraiment cutané, un massage des veines des veines superficielles. Et donc, on demande également aux patients dans ce soin de faire ce mouvement de talon pointe afin d'améliorer le retour veineux et l'assouplissement de la cheville. Ensuite, donc, les hydrogés des jambes.
Donc, c'est un soin qui se fait dans une piscine d'eau thermale. Donc, le siège est immergé et le patient donc, se met sur ce siège avec les jambes plongeantes dans la piscine, avec un bassin qui est à 28 degrés. Et là aussi, donc, il y a des jets sur des rampes latérales qui sont automatisées. Et donc, il y a un massage drainant qui se fait de haut en bas. Et donc, avec l'effet vibratoire donc, au niveau des bullages de l'eau et un effet massant donc, avec surtout les trajets veineux. Et bien sûr, une amélioration des flux sanguins grâce à ce soin aussi. Donc, l'étuve des pieds. Donc là, l'image que vous avez, c'est une étuve des mains, mais c'est le même principe. Donc, le patient met les mains et les pieds dans des étuves, ce qui est donc une diffusion de vapeur d'eau thermale, donc à température donc, qui est à peu près à 56 degrés sur ce soin. Donc, ce soin dure 10 minutes. Et ça permet vraiment un effet antalgique et décongestionnant. Donc, c'est plutôt un soin qui va être indiqué pour les problèmes arthrosiques, surtout pas pour les problèmes veineux, vu la chaleur engendrée par ce soin, bien sûr. Les massages sous l'eau. Donc, c'est des soins qui sont pratiqués par des kinésithérapeutes. Donc, c'est un massage qui se produit sous l'eau. Donc, il y a une rampe d'eau qui est à 28 degrés pour les soins de phlébologie. Et donc, un flux continu d'eau donc, sur les jambes des patients. Et un massage vasculaire fait donc, manuel par les kinés. Donc, ce qui améliore vraiment le retour veineux. Le ressenti du patient est vraiment très parlant après ces soins-là, avec une diminution des œdèmes et un assouplissement cutané et flexion de la cheville, puisque le kiné fait aussi un travail au niveau articulaire, au massage de la cheville et des pieds. Donc, en conclusion, on peut dire que c'est une médecine naturelle qui est non invasive et on apporte une thérapeutique complémentaire à tout ce qu'on peut faire en amont, que ce soit au niveau chirurgical et médical, et que ça permet une prise en charge globale des patients avec une approche très différente du regard du médecin qui a l'habitude de voir son patient et qui le connaît des fois trop bien. Donc là, vraiment, on a un regard neuf sur le patient et on permet peut-être une prise en charge un peu plus complète et globale. Et donc, ça permet vraiment une stabilisation et au mieux, une amélioration de l'état pathologique des patients. Merci pour votre attention. Alors, il va y avoir quelques répétitions, mais je n'avais pas les autres présentations. Donc, j'ai fait un rappel anatomique rapide du système veineux. Donc, il y a le dispositif médial, donc très superficiel, elle avec la fameuse semelle de Lejars, qui est donc l'état pathologique. Et par contre, il y a le dispositif latéral avec les veines latérales qui sont la pompe veineuse du pied qui permettent de drainer vers les veines tibiales postérieures. Et ensuite, c'est relayé par la pompe du mollet. Donc physiologiquement, en repos, il n'y a pas de pompe veineuse active. En position debout, il y a tout le poids de la colonne sanguine qui vous fait une pression au niveau du pied de 80 mm de mercure. Et la marche va permettre de vider le sang accumulé au niveau du membre inférieur, ce qui fait que ça permet, au bout d'une vingtaine de pas, d'avoir une diminution de 30 mm de mercure. C'est pour ça que la marche est indispensable à la prise en charge de l'insuffisance veineuse. Donc là, je vous ai mis un petit dessin. L'insuffisance veineuse, cette chair inconnue, parce qu'on n'en parle pas très souvent. Il y a 3 millions de Français qui souffrent d'insuffisance veineuse chronique, c'est-à-dire autant que de patients diabétiques. Et malheureusement, on le dépiste beaucoup moins. Mais il y a quand même un tiers de la population française qui présente des troubles veineux, les jambes lourdes. Et c'est un problème de santé publique méconnu. Et les chiffres sont transposables aux autres pays européens, voire même aux États-Unis, je pense que c'est pire. Le coût, c'est quand même 700 € par patient. Et ça peut être bien plus en cas d'érysipèle, d'ulcères infectés, avec des coûts d'hospitalisation du 800 millions d'euros par an, sans compter le coût des arrêts de travail. Donc c'est quand même un enjeu de santé publique, parce que financièrement, ça coûte cher à tout le monde. La maladie veineuse, elle est aggravée par notre sédentarité, on vous l'a bien dit ce matin, l'obésité et les traitements hormonaux. L'hérédité touche les deux sexes et une pathologie... Quand il y a une hérédité en maladie veineuse, vous aurez un développement plus précoce de la maladie veineuse, et notamment chez l'homme. Donc il y a 3 mécanismes pour l'insuffisance veineuse. La maladie variqueuse, donc c'est les veines qui sont pathologiques, on vous a montré tout le système ce matin. Le syndrome post-thrombotique. Le plus souvent, la thrombose, elle a lieu au niveau du réseau veineux qui est de la jambe, mais il peut également y avoir des thromboses au niveau du pied. Et le pied est fait souvent symptomatique des pathologies qui sont sous-jacentes. L'insuffisance fonctionnelle, alors là, c'est ce qu'on voit plus, nous, en gériatrie. Il y a la diminution de la marche, la sarcopénie, l'altération de la dynamique cardio-respiratoire.
Et on a également tous les troubles de la statique du pied, dont vous avez tous entendu parler ce matin, qui vont altérer la fonctionnalité de la pompe veineuse et du coup vont favoriser l'insuffisance veineuse qui elle-même va favoriser la perte d'autonomie. Et on arrive dans un cercle qui est loin d'être vertueux. Donc la classification CEAP, on en a parlé un petit peu ce matin aussi, elle s'applique également au niveau du pied. Donc il n'y a pas de signe clinique, il y a les premiers symptômes qui sont les télangiectasies. Après, vous avez la photo de droite, c'est les varices, puis les œdèmes, les troubles trophiques, hypodermite, pigmentation. À partir des télangiectasies, ces troubles-là sont pris en charge en médecine thermale. L'ulcère veineux cicatrisé et l'ulcère. Alors, les ulcères peuvent être également pris en charge au sein des cures thermales à condition qu'ils soient équipés de pansements adaptés. Parce que s'il permet de guérir un ulcère veineux, ce ne sont pas les pansements, c'est le traitement de l'œdème. Donc si on ne traite pas l'œdème, on pourra mettre tous les pansements qu'on veut, on n'arrivera jamais à traiter un ulcère. La compression et la cure thermale peuvent aider à, évidemment, une contre-indication, c'est les résipelles. Les complications, c'est la rupture de varices liée à la forte pression qui s'exerce au niveau du pied, la thrombose du pied, l'embolie pulmonaire dont on ne parle pas souvent, mais l'insuffisance veineuse chronique à long terme, ça peut être létal, et le sepsis sévère sur ulcère négligé du pied. L'œdème du pied entraîne particulièrement des problèmes de chaussage qui favorisent les plaies, qui vont faire à nouveau le lit des ulcères. On a également sur les problèmes de pigmentation des prurites, je n'en ai pas parlé dans la diapo, mais c'est aussi ça. On va avoir des usages de souliers non sécurisés. Les patients prennent des chaussures complètement ouvertes ou plus grandes et du coup, ça va entraîner des chutes parce que c'est inadapté, mais comme ils ont de l'œdème, ils n'arrivent pas à se chausser correctement. Et tout le monde n'utilise pas les fameuses chaussures chutes qui sont plus adéquates. Et la perte d'autonomie du patient, comme il ne peut plus se chausser, il ne peut plus sortir de chez lui, du coup, il va rester à domicile, moins marcher, et ça va majorer son insuffisance veineuse. Donc les indications de la crénothérapie, elles sont de deux ordres. Il y a le traitement curatif, donc pour tous les stades dont je vous ai parlé auparavant, l'œdème, la dermite, l'hypodermite, etc. Les suites et séquelles de thrombose veineuse profonde. À partir de 3 mois après une thrombose, le patient peut bénéficier d'une cure thermale, et même s'il est sous AVK. L'insuffisance veineuse superficielle, l'insuffisance lymphatique et le lymphœdème, dont vous avez longuement entendu parler ce matin. Mais la cure, c'est aussi un traitement préventif. Les cures répétées ralentissent l'évolution vers les formes graves. La prévention des complications post-phlébistiques, ça repose sur le port d'une contention, la mobilité, l'activité physique, la perte de poids. Et la cure thermale, elle fait partie de ce traitement préventif. Les centres thermaux vont également permettre de lutter contre les facteurs de risque via des programmes de TP, d'éducation à la santé, qui vont être dispensés pendant la cure thermale. Le patient, c'est ce qu'on appelle le moment thermal, il est captif pendant 3 semaines. Et pendant ces 3 semaines, on va pouvoir l'amener à prendre soin de lui, à se recentrer sur ses pathologies et peut-être à appliquer un mode de vie plus adapté qui lui permettra de concourir à une meilleure santé, ou surtout s'il revient de façon répétée, où il va avoir une répétition de ses messages de santé. En résumé, les pathologies veineuses du pied sont identiques à toutes celles du réseau veineux, hormis les complications particulières liées aux ruptures de varices qui se font très fréquemment au niveau du pied, parce que c'est le point le plus bas et c'est là où il y a le plus de risques de lésions par rapport au chaussage. Elles sont souvent secondaires donc à des lésions du réseau sous-jacent. Et la crénothérapie, ça j'insiste particulièrement, elle s'inscrit dans le parcours de soins du patient. C'est-à-dire que ce n'est pas un traitement en soi, c'est l'association de tous ces traitements, l'activité physique, les contentions, la prise en charge de tous les facteurs de risque. Et même quand les patients bénéficient de sclérothérapie à la mousse sur des varices jambières, il reste toujours un œdème résiduel au niveau du pied. Et la crénothérapie permet de drainer cet œdème et de favoriser une meilleure récupération du patient. C'est donc un outil qui permet à tous les médecins traitants de prendre en charge leurs patients. Et les cures thermales vont vraiment s'orienter aussi vers la prise en charge de l'éducation à la santé, de l'éducation thérapeutique, pour favoriser cette prise en soin, parce qu'on sait très bien qu'on peut donner tous les conseils du monde, si le patient ne se les approprie pas, ça ne sert à rien. Merci. Donc, effectivement, on va essayer de parler de chute. Peut-être le contexte général des chutes. Donc, vous voyez, c'est extrêmement fréquent. Hein. Un sujet après 65 ans sur 3 va faire au moins une chute dans l'année qui suit.
Donc c'est ce patient sur 3 qu'il va falloir essayer de prendre en charge de manière à éviter les chutes et les complications. Donc vous voyez, en France, c'est 5 millions de chutes par an, c'est 1,5 million de blessures, donc qui amènent à une consultation médicale, 500 000 admissions au service d'accueil des urgences, 200 000 hospitalisations, 70 000 fractures de l'extrémité supérieure du fémur. C'est l'une des premières causes d'institutionnalisation. Et c'est vrai que quand on va parler de prévention chez les gens âgés, souvent ils ne veulent pas obligatoirement devenir centenaires, mais ils veulent rester à la maison et si possible donc ne pas être institutionnalisés. Quand on leur explique que c'est l'une des premières causes de perte d'autonomie, de dépendance vis-à-vis de la famille et d'entrée en institution, c'est vrai qu'ils sont très à l'écoute de savoir comment faire pour limiter ce risque. C'est 5000 décès par an, donc vous voyez, c'est plus que les accidents de la route et c'est un énorme coût économique. Alors, c'est la raison pour laquelle, que ce soit par le biais du programme PARPA français ou EIP-ONAHA, vous voyez, qui vise à promouvoir des stratégies de bien vieillir, eh bien, la prévention des chutes est finalement une des priorités. Et vous voyez l'intérêt de la prévention des chutes. Je vous ai mis là tous les leviers donc, qui sont reconnus par la Commission européenne pour essayer d'améliorer le vieillissement. Vous voyez, limiter la iatrogénie, prévenir les chutes, prévention des maladies chroniques, améliorer l'habitat, etc. Vous voyez finalement l'intérêt de la prévention des chutes, c'est qu'elle regroupe quasiment tous les autres leviers. Pour prévenir les chutes, il faut améliorer donc l'ordonnance, il faut dépister des pathologies chroniques, il faut améliorer l'environnement et probablement même améliorer donc l'environnement des villes de manière à ce qu'elles soient plus habitables pour les gens à risque de chute. Donc en 2014, donc, la région Occitanie, qui est devenue Occitanie-Est, finalement a déposé un projet auprès de la Commission européenne pour montrer finalement ce qui était fait dans la région en termes de prévention des chutes. Et finalement, la région a été labellisée donc, pour son programme de prévention des chutes. Et je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a dans ce programme, puisque on est l'une des seules régions labellisées en France. Premièrement, on a créé un centre hospitalier, enfin au CHU de Montpellier, un centre régional équilibre prévention de la chute que je coordonne, où on voit des patients qui sont adressés par leur médecin traitant ou après des conférences grand public sur un certain nombre de critères. Il faut qu'ils soient à haut risque de chute, donc en particulier parce qu'ils ont fait une chute dans les derniers mois, parce qu'ils ont un temps d'appui unipodal inférieur à 5 secondes, parce que les gens ont peur de tomber, donc font attention ou sortent moins, parce qu'ils ont une sensation d'instabilité, des difficultés à se relever d'une chaise sans les mains. Donc j'ai vu qu'on vous avait mis des chaises sans accoudoir, donc c'est comme ça qu'on fait les tests. Dès que le patient utilise des accoudoirs, finalement il est à risque de chute, probablement il a une diminution de force musculaire au niveau des membres inférieurs. On utilise souvent un test international qui s'appelle le Time Up and Go test. Vous demandez au sujet de se lever d'une chaise, de faire 3 mètres, de revenir, de s'asseoir. Vous mettez moins de 12 secondes, vous ne tomberez pas dans la nez. Vous mettez plus de 12 secondes, probablement vous êtes à risque de tomber pour des raisons de mobilité. Et puis, ce sont des patients qui ont ce qu'on appelle un stop walking when talking. Donc, ce sont des patients qui ne peuvent pas faire 2 tâches en même temps. Ils sont obligés de faire très attention. Donc, quand on les fait compter à rebours, à partir de 100, par exemple, ils vont ralentir leur chute ou alors ils vont moins compter. Donc, ce sont des critères qui sont extrêmement simples, qu'on explique finalement lors de conférences grand public, aux médecins, tous les intervenants de santé, puisque finalement, le sujet sur 3 qui va tomber dans l'année, il a au moins un de ces facteurs-là, finalement, quand on l'interroge. Et évidemment, quand quelqu'un vient pour une fracture de hanche, malheureusement, il avait déjà ces facteurs-là avant. On aurait pu mettre en place un certain nombre de mesures. Alors, outre ce centre donc, qui évalue sur le plan pluridisciplinaire les patients, on regarde l'ordonnance, on cherche les pathologies à risque de chute, on va améliorer le chaussage, faire des soins podologiques puisque c'est le thème. On va améliorer l'environnement, en particulier en adaptant la maison, on va mettre de la vitamine D, on va procurer de l'activité physique adaptée. Eh bien, outre ce centre, donc, on a ouvert des partenariats et donc j'avais rencontré le maire de Ballaruc il y a quelques années, et Ballaruc était l'une des premières municipalités à être finalement pilote de ce programme européen.
dans lesquels finalement les villes signent un partenariat, donc ville, hôpital, université. Et donc, vous voyez, on fait des conférences grand public, en particulier avec Pierre-Louis Bernard, donc qui va parler juste après moi, et qui permet d'expliquer aux personnes comment faire pour se dépister à risque de chute, eux ou leur entourage, et éventuellement de se faire évaluer, et éventuellement donc d'entrer dans des groupes d'activités physiques adaptées. Donc, ils sont coordonnés au niveau de la région par une association qui a été créée, qu'on appelle France Équilibre Prévention des Chutes, Autonomie Santé, et donc qui va coordonner tous les groupes d'activités physiques adaptées, prévention des chutes dans la région. Donc, on a fêté il y a quelques jours le 6e anniversaire donc, de ce programme MACVIA dans la région. On avait réuni, et donc sous la houlette en particulier de Pierre-Louis Bernard, donc à Montpellier, les différentes personnes qui sont entrées dans les groupes d'activités physiques adaptées. On a développé des filières, en particulier avec les rhumatologues, les rééducateurs et les médecins orthopédistes, en particulier pour prendre en charge les patients après fracture. C'est mieux évidemment avant, mais après fracture, évidemment, l'objectif c'est de faire de la prévention secondaire avec le service d'accueil des urgences. Et puis, on a créé un réseau de professionnels, peut-être si vous êtes dans la région et que vous intéressez parce que vous êtes médecin, kinésithérapeute, podologue, ergothérapeute ou autre, à nous rejoindre, puisque nous, on travaille avec des personnes donc, qui vont être spécialement formées dans la prévention des chutes. Donc, on a organisé donc, il y a quelques mois une journée où il y en a eu un peu plus de 300 personnes donc, à la faculté de médecine. Donc, on invite aussi des étudiants infirmiers, des étudiants des instituts, en particulier d'ergothérapie et de kinésithérapie, qui viennent écouter qu'on peut faire un certain nombre de choses pour prévenir les chutes chez les sujets âgés. On a créé d'ailleurs progressivement une carte qui permet aux gens de savoir où se trouvent des kinésithérapeutes qui vraiment s'intéressent à cette thématique, des podologues, des médecins rééducateurs, etc. Donc l'association gère tout ça. Donc si vous avez besoin d'informations, vous n'hésitez pas à envoyer un mail et on vous donnera les informations. En lien avec la Société européenne, puisque j'ai l'honneur de diriger donc cette thématique de prévention des chutes au niveau de la Société européenne de gériatrie, où il y a des liens, effectivement. Donc on essaye de développer le même type de partenariat dans d'autres régions européennes. Alors, le lien avec la médecine thermale fait l'objet donc d'une lettre d'intention donc, que vous pouvez trouver dans ce papier, en particulier parce qu'on se disait que les centres thermaux sont probablement des centres avec lesquels il faut qu'on conventionne de manière à prendre en charge les patients qui sont à risque de chute, et probablement pour toutes les raisons qui ont été expliquées tout à l'heure. Les personnes sont là pendant 3 semaines, il y a donc l'occasion probablement de faire de l'éducation thérapeutique du patient et de dépister un certain nombre de choses. On a fait une préétude, et donc je remercie évidemment le centre thermal de Balaruc donc, qui s'est prêté, je vois là-bas des représentants, donc à une étude, vous voyez, l'année dernière, sur un peu plus de 1700 personnes qui ont été évaluées pendant la cure et puis qui ont été suivies à 6 mois pour savoir si les gens tombaient. Pour savoir, en gros, probablement les résultats sont peut-être pas complètement valables pour tous les autres centres de cure, mais en tout cas à Balaruc. Donc vous voyez, vous avez l'âge moyen des personnes donc, qui ont été évaluées après 65 ans, qui sont rentrées dans l'étude, donc 72 ans de moyenne d'âge. Et on fait donc, souvent les gens ont fait des cures avant. Donc vous voyez, 3,4 cures, donc ça veut dire que les gens reviennent. Donc on peut vraiment mettre en place des choses dans la durée avec vous, 2 tiers de femmes et donc 2 tiers de patients qui prennent des médicaments. En gros, 33% des personnes qu'on a interrogées ont fait une chute dans la dernière année. Donc on retrouve effectivement les données internationales. C'est bien 1 tiers des plus de 65 ans qui font des chutes. Donc vous avez le tiers dont on a parlé tout à l'heure à dépister quand les gens de plus de 65 ans arrivent en cure. 17% ont fait au moins 2 chutes dans la dernière année, et donc 12,2% ont fait une chute avec une complication sévère. Complication sévère, c'est ou une fracture ou un hématome sous-dural ou autre chose. Donc c'est probablement rentable de dépister les patients à risque de chute en cure. Les femmes sont plus à risque de chute que les hommes. Donc vous voyez, globalement, elles tombent davantage. Le nombre de femmes qui ont fait 2 chutes est supérieur aux hommes. Donc on peut probablement dépister des sujets chuteurs et à risque de chute en cure, et spécifiquement chez les femmes. Ensuite, on a regardé, est-ce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont associés
quand on les évalue pendant la cure, au fait d'être shooters. Donc on a regardé les shooters et non-shooters, et vous voyez, en gros, évidemment, les shooters sont un peu plus âgés. Et puis, tous les tests dont je vous ai parlé tout à l'heure sont très associés au risque de chute. Le time up and go est associé, le test, la durée d'appui semi-tandem, la vitesse de marche, le nombre de pas pieds tandem, le temps que vous mettez à vous relever 5 fois d'une chaise. Il y a un score aussi gériatrique qui est le SPPB, donc qui est un score composite de force, d'équilibre. C'est très associé. Chose importante, les personnes qui sont à risque de chute, qui sont tombées, sont plus fatiguées quand vous les voyez en centre de cure. Ils ont une altération de la qualité de vie sur des questionnaires. Ils sont plus fragiles et ils ont peur de tomber. Donc en pratique, tous les critères qu'on définit dans la population générale sont valables dans la population thermale pour dépister des patients qui sont tombés. Et on va regarder, donc, et les données sont en cours, pour savoir si effectivement ces critères sont prédicteurs de chute en sortie de cure, donc dans les 6 mois de suite. Donc quand on regarde le modèle multivarié, vous voyez quels sont les critères les plus associés au risque d'être un shooter. C'est le fait d'avoir peur de tomber, d'être fatigué et de ne pas bien tenir en position tandem. Et puis la spécificité chez les femmes, c'est de manquer de force. Donc les hommes, ils manquent moins de force que les femmes. C'est probablement pourquoi les femmes tombent davantage, parce qu'elles ont, en plus des troubles de l'équilibre, les femmes, une diminution de force musculaire. Donc ça veut dire que ça donne des pistes, en plus de thérapeutiques particulières, où il faudra probablement faire du renforcement musculaire, en plus de l'équilibre chez les femmes. Donc en conclusion, tous les centres thermaux doivent recevoir des patients qui sont à risque de chute. Vous voyez, il y en a à peu près un tiers qui ont au moins fait une chute dans la dernière année. Chose importante, en tout cas à Ballaruc, les gens viennent plusieurs fois, donc ça veut dire qu'on peut probablement dépister et mettre en place des choses durables, puisque les gens vont revenir, donc on peut mettre en place de l'éducation thérapeutique du patient ou de l'activité physique, des programmes, et puis probablement, donc c'est possible donc d'évaluer l'intérêt de ces programmes, et donc c'est la deuxième partie de la communication. Je donne la parole à Pierre-Louis Bernard qui va vous montrer une étude qu'on est en train de mettre en place donc à Ballaruc chez les patients qui sont à risque de chute. Donc oui, grand plaisir à vous donner quelques informations. 4 diapositives, je vais essayer d'être bref dans la continuité de ce qui vous a été présenté. Donc sur cette première étude qui était transversale, qui visait à définir le profil, et bien à se lancer en multicentrique avec 5 établissements thermaux dans une approche longitudinale. Alors le titre donc de l'étude, on attend la confirmation, tous les dossiers sont dans les tuyaux, on espère commencer le 1er juillet, je vois certaines personnes présentes sourire, on est plusieurs à croiser les doigts, donc avec le professeur Blin comme investigateur principal, coordonnateur, et Lafrette comme promoteur avec le CHU de Montpellier. Alors il faut que je récupère, je ne suis pas... Donc, première diapositive définissant l'objectif principal de cette étude. Alors là, on est dans une approche longitudinale. On va comparer donc l'effet d'une cure de 3 semaines avec 2 profils donc de personnes inclus dans l'étude. Des personnes qui vont suivre, comme c'est écrit ici, donc une cure spécifique qui est, on va dire entre guillemets expérimentale, qu'on a créée, qui vise à additionner de l'activité physique et de l'éducation pour la santé dans la même pratique pendant 1 heure. Plus de l'éducation thérapeutique, et c'est la présentation d'Alexandra Pelliquier par la suite, versus, c'est-à-dire en comparaison à une cure habituelle. Ça permettra en partie de répondre à la question et à la préoccupation qui a été évoquée tout à l'heure par le docteur Deisfours, qui est de mettre en évidence par un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de variables, l'effet d'une cure. Donc là, on va à la fois participer à la mise en évidence de l'effet d'une cure standard qui existe depuis très longtemps, et puis comparer à l'effet d'une cure spécifique qui a été créé. Ceci est associé à un certain nombre d'objectifs secondaires pour aller un petit peu plus loin sur la compréhension, donc l'objectivation des effets d'une cure. Elle vise donc cette cure spécifique à évaluer de manière secondaire, mais avec autant d'importance, un certain nombre de facteurs de réduction qui sont le nombre de réductions, le nombre de chutes, donc la réduction du nombre de chutes à 3 mois, à 6 mois, mais aussi indépendamment de la quantité de chute, la gravité de la chute, donc des chutes avec blessure à 6 mois, à 12 mois, le nombre de chutes et la peur de chuter, qui sont des aspects pas uniquement, on va dire, physiques, physiologiques, mais aussi psychologiques,
psychologique parce qu'on sait toute l'importance de la représentation qu'a la personne de la chute, des notions qui sont plus psychologiques, qui ont énormément de place. Et puis, viser aussi s'il y a une association avec l'ordonnance dont parlait le professeur Blin, et donc la diminution du nombre de psychotropes et l'observation donc des médicaments pris. Elle vise aussi cette étude en termes d'objectifs secondaires à observer cette fois-ci ce qui va s'améliorer en termes de paramètres physiques. Ça a été évoqué via les tests dont on a parlé, le monopodal, le time up and go, le SPPB. Je passe vite là-dessus. La quantité d'activité physique pratiquée via un questionnaire qui est donc fourni à la personne le renseigne tous les 3 mois, et c'est extrêmement important, pas uniquement durant les 3 semaines de cure ou à la sortie de la cure, mais de manière beaucoup plus durable. Là, on est dans une problématique que vous connaissez pour un grand nombre d'entre vous, qui est la pérennisation de l'activité physique. On encadre la personne, ça a un effet, et puis de manière beaucoup plus durable, est-ce que la personne, cette fois-ci de manière autonome, a changé de comportement, ce qui va favoriser le maintien ou le développement de l'autonomie de la personne. La qualité de vie par les questionnaires, là encore une fois, des auto-questionnaires. Un plan expérimental, vous définir donc très rapidement, on est dans une étude multicentrique, on est sur 5 établissements, Balaruc, donc dans la continuité avec toute la dynamique de Balaruc et la coordination de Nathalie Raffort, et 4 établissements associés, Balaruc plus Amélie-les-Bains, Bagnères de Bigorre, Barège et Luchon. 260 personnes intégrées à l'étude, 130 par bras, c'est-à-dire les personnes passent un certain nombre de tests à l'entrée, sont dans des critères, c'est-à-dire avoir chuté une fois dans les 12 derniers mois, plus un des 4 critères physiques qui est présenté ici, ce dont on a déjà parlé, le fait de tenir moins de 5 secondes sur un pied, quelques caractéristiques donc de vitesse de marche, de puissance des membres inférieurs dans un test très rapide d'acier relevé, et puis l'appui monopodal. Les personnes sont dans ces critères-là, elles rentrent dans l'étude. À partir du moment où elles rentrent dans l'étude, elles sont tirées au sort, ce qu'on appelle une randomisation. Elles sont soit dans le groupe qui a une cure standard, soit dans le groupe qui va avoir la cure standard plus la cure spécifique. L'addition sur les 5 centres permet d'intégrer 130 personnes dans chacun des bras, le bras contrôle et le bras expérimental, et donc de répondre à la question de l'effet de cette cure spécifique versus cette cure standard. On est ici très rapidement donc dans une cure où on a de l'éducation thérapeutique dont va parler Alexandra Pellicchia par la suite, avec 3 ateliers plus un suivi éducatif, et puis aussi durant le temps de la cure, durant 3 semaines, ce qui n'est pas une épreuve de force, mais enfin c'est une vraie problématique de voir la tolérance à ce contenu qui va s'additionner à une cure standard, où les personnes vont avoir durant chaque semaine, donc fois 3 semaines, 4 séances d'1 heure où elles auront 45 minutes d'activité physique, plus 15 minutes d'éducation à la santé, visant à les informer, à les rendre autonomes sur un certain nombre de comportements, évidemment au-delà de la cure. L'évaluation, pour finir, l'évaluation fonctionnelle, on l'a dit, au début de la cure, parce que ça participe aussi à l'inclusion dans l'étude, à la fin de la cure, à 3 semaines et à 12 mois, si les personnes reviennent en cure, ce qui permet de voir justement cet effet durable ou pas, sur un certain nombre de dimensions physiques qu'on a l'habitude de manipuler, le temps d'appui unipodal, le time up and go, qui est ce test d'équilibration dynamique, le SPPB, qui est le score composite, et puis la force de serrage manuelle, même si on travaille là sur la chute et on serait peut-être un peu plus centré sur le pied et sur les appuis, eh bien, il y a un certain nombre d'études, et il y a un grand nombre d'études qui considèrent que cette dimension de force de serrage manuel est l'illustration de la force du corps dans son entier. Il n'est pas inintéressant de répondre à cette question si en effet c'est le cas pour des personnes fréquentant un établissement thermal. Les évaluations qui sont tout aussi importantes que les évaluations physiques sur comme on l'a évoqué, des dimensions psychologiques de qualité de vie et de questionnaire, sur le niveau de satisfaction, la qualité de vie via le SF12, la peur de tomber, tout ça ce sont des auto-questionnaires, un questionnaire de sédentarité pour voir à plus long terme les effets de la cure, les psychotropes, les modifications de l'habitude de vie, je ne fais que lire ce que vous voyez, les chutes et le niveau de connaissance en santé. Merci de votre attention. Je vais vous présenter une expérience d'éducation thérapeutique pour la prévention des chutes en milieu thermal. Et de cette expérience, je vais mettre l'accent sur en particulier la formation qui a permis de construire le parcours d'éducation thérapeutique duquel je vais vous parler.
Cette expérience est en lien avec le programme Respect qui a été présenté, qui vient d'être présenté. Donc ça me facilite les choses. Je vais juste vous rappeler les points principaux. Il s'agit d'un projet de recherche sur la prévention des chutes en milieu thermal qui concerne plusieurs centres et qui s'adresse à des curistes de 65 ans et plus, ayant fait une chute dans l'année, du coup exposés à un risque de chute avéré, et participant à une cure thermale de 3 semaines. Et le comité scientifique est en train de discuter sur un point particulier, c'est-à-dire le fait que ces personnes soient aussi concernées par une maladie chronique. Donc le dispositif consiste à proposer une cure thermale associée à de l'éducation thérapeutique du patient et à de l'activité physique adaptée. J'ai eu la chance d'être formatrice de l'équipe de Ballaruc-Le-Bain, qui était le centre pilote. Et en fait, il y a eu une formation action. On appelle formation action une formation dans laquelle les personnes qui participent se forment pour développer les compétences du domaine en question, donc c'était l'éducation thérapeutique, et en même temps construisent un projet qui leur est propre. Et donc l'idée c'était de co-construire avec l'équipe pluriprofessionnelle de Ballaruc un parcours éducatif spécifique et original. La formation a duré 6 jours, étalée sur 5 mois, de septembre 2017 à janvier 2018. Et pour l'éducation thérapeutique, il y a actuellement une exigence que les professionnels qui interviennent doivent avoir un niveau de formation de base équivalent à un certificat de 40 heures. Donc cette formation a permis aux participants d'acquérir ce certificat de 40 heures. Et le groupe était pluriprofessionnel, donc comme j'ai déjà dit, 10 agents soignants thermaux ont participé, un agent administratif, un médecin et 3 curistes. Et je souligne l'importance de la participation de ces 3 curistes qui nous a permis de garder tout le temps à l'esprit le point de vue du curiste et donc de rester le plus possible proche des besoins des personnes qui sont directement concernées par la problématique en question. Et il y a dans l'équipe de Ballaruc d'autres professionnels qui étaient déjà formés à l'éducation thérapeutique et qui donc n'ont pas participé à cette formation. Disons qu'au cours de ces 6 journées de formation, on avait des lignes guides. L'idée, c'était le cahier des charges du programme Respect, c'était de réaliser un parcours éducatif qui soit reproductible dans d'autres centres thermaux et que dans ce travail de conception, on devait bien évidemment rester fidèle aux critères de qualité de l'HAS 2017. C'est les recommandations des bonnes pratiques pour l'éducation thérapeutique. Et on a suivi une méthodologie bien précise qui a été mise au point par l'unité transversale d'éducation du patient du CHU de Montpellier et en particulier sous le contrôle du docteur Xavier de la Tribonnière. Et donc de ce travail, nous en avons sorti un parcours éducatif pour la population ciblée par l'étude Respect. Suite à cette première formation action, on a mis en place une deuxième formation en éducation thérapeutique pour les autres 4 centres, Amélie, Luchon, Barège et Bagnères. Donc on s'est tous rencontrés à Amélie où on a été très très bien accueillis dans l'établissement thermal d'Amélie. Le but de cette deuxième formation, c'était bien évidemment de former les participants et de faire en sorte qu'eux aussi puissent avoir ce certificat de 40 heures de formation. Et en fait, cette formation leur a permis de s'approprier le parcours éducatif sur la prévention des chutes qui avait été conçu à Ballaruc, s'approprier des outils pédagogiques en les faisant évoluer quand c'était nécessaire,
La formation a duré donc 6 jours, mais cette fois-ci, c'était distribué autrement. C'était 2 fois 3 jours, en février et mars 2018. Et à la formation ont participé 14 personnes. C'était l'équipe des 4 centres à composition variable, en nombre variable et profil variable. Ce qui était très intéressant, c'était la variété des métiers, des professions représentées qui apportait une énorme richesse. Et il y avait aussi des médecins. Un médecin par centre, sauf un centre qui avait un médecin déjà formé, et du coup, il n'a pas participé à la formation. Et sur certains temps, il y a 2 représentants de Balarouk qui sont venus pour faire le lien avec ce qui s'était passé à Balarouk-les-Bains. Le résultat de ce travail était en fait un parcours éducatif composé par différentes étapes. Une première étape de bilan éducatif partagé. Donc, le bilan éducatif partagé, c'est un entretien individuel d'1 heure qui permet aux curistes, avec l'aide du professionnel, d'identifier des objectifs éducatifs en fonction de ses propres besoins. Et suite à ce bilan, il y a 3 séances collectives. Dans le jargon de l'éducation thérapeutique, on parle d'ateliers qui sont proposés, un atelier par semaine. Et ces ateliers sont bien évidemment animés par des professionnels formés à l'éducation thérapeutique. En fin de cure, donc au bout des 3 semaines, il y a un autre bilan de synthèse d'1 heure toujours, dans lequel on va évaluer l'attente des objectifs éducatifs identifiés en début de cure et éventuellement identifier des nouveaux objectifs pour la suite. Le curiste rentre chez lui et pour 1 an, pour les 9 mois restants, en fait, il bénéficie d'un suivi éducatif qui consiste, qui se réalise par un appel téléphonique de 30 minutes à 3 mois, 6 mois et 9 mois. Et donc, pendant cet entretien téléphonique, on fait le point avec lui, on vérifie où il en est par rapport à ses objectifs, par rapport aux adaptations intégrées dans son quotidien. Et surtout, on essaie de soutenir sa motivation parce qu'on sait bien que pendant la cure, tout est plus facile. Mais après, une fois qu'on rentre chez soi, il y a un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à tenir dans le temps. Et à M12, il y a une évaluation de fin parcours. C'est un entretien d'1 heure, normalement par téléphone, mais qui pourrait se faire aussi en présentiel si le curiste revient en cure. Et donc là, on fait une évaluation de l'ensemble du parcours, de l'atteinte des objectifs, l'évaluation de l'adaptation à la situation vécue par le curiste, sa qualité de vie et la satisfaction. Et tout ça se croise avec les évaluations qu'on a déjà vues dans la précédente présentation. Pour ce qui concerne les 3 ateliers d'éducation thérapeutique, pendant la formation, nous avons retenu 3 thématiques. Mon vécu de la chute, équilibre et habitudes de vie. Ces ateliers à ces ateliers, il va y avoir un groupe de curistes qui participent, variable, parce que ça varie aussi en fonction des centres, mais c'est maximum 10 participants. Et ils ont une durée de 2 heures. Le premier atelier... Merci. Si vous pouvez accélérer parce qu'on est franchement en retard. Okay. Désolé. Dans les objectifs du premier atelier, mon vécu de la chute... Chuter autrement. C'est exprimer sa peur et autres émotions liées au vécu. J'ai un rythme trop lent, c'est ça? Non? Ok. Exprimer sa peur et autres émotions liées au vécu de la chute. Établir un espace d'échange interpersonnel à propos de ce vécu. Rompre l'isolement, trouver un soutien dans l'entourage, retrouver la confiance en soi et restaurer l'image de soi. Donc, deuxième atelier, c'est équilibre. Les objectifs, intervenir sur les facteurs de risque de chute, en particulier réaménager l'environnement, se chausser correctement, gérer les pertes d'équilibre, connaître les systèmes d'alerte et se relever seul ou avec une aide en cas de chute. Et le 3e atelier, mieux équilibrer son alimentation, retrouver un bon sommeil et un bon rythme de vie,
connaître les effets secondaires de son traitement, accroissant le risque de chute. Combien de verres de vin? Pardon. Je ne sais pas, peut-être 2. Pour ce qui concerne l'impact des formations et les perspectives, il y a une dynamique d'équipe intercentre qui s'est créée. Une formation de perfectionnement et d'accompagnement à la mise en place du projet va peut-être se mettre en place. Et une création et mutualisation d'outils pédagogiques pour la prévention des chutes, une photo-expression sur le vécu de la chute, jeu de cartes sur l'équilibre alimentaire, un jeu de 12 erreurs sur l'aménagement de l'environnement. Donc, il s'agit d'outils originaux que les équipes sont en train de créer, et un poster sur les chaussures. Et je tenais à remercier spécialement les équipes des établissements thermaux qui ont participé aux formations en éducation thérapeutique avec enthousiasme, engagement, créativité et grand professionnalisme. Merci beaucoup.